un problème au niveau de l'agglomération. Il y a régulièrement des pics de pollution. Et à ce moment-là, pour réagir après coup, il y a la gratuité des transports qui est souvent déclarée. Mais par contre, il y a très peu de politiciens qui partent de ce constat pour dire la gratuité des transports, si on la pose au moment des pics de pollution, c'est dans l'ordre logique qu'elle soit installée tout au long de l'année, même si c'est progressivement, pour éviter ces pics de pollution plutôt que de les réparer en catastrophe après. Ça m'arrive assez souvent en disant mais vous êtes président de Cimitec, vous n'êtes pas la gratuité de transport et quelque chose ne va pas tourner rond dans votre tête là. Ou alors vous avez une différence de posture qui n'est pas très compréhensible. Bon, je reviens là aussi, mais il y a une erreur à ne pas faire. À mon sens, on fait des amalgames. C'est pas la gratuité des transports qui va résoudre les problèmes de pollution. Je pense qu'il faut résoudre les problèmes de pollution là où ils doivent être résolus, c'est-à-dire à la base. Hein. Il y a tout un tas de mesures qui doivent être prises. La qualité de l'air et la santé, c'est important, mais la gratuité des transports, c'est un moyen complémentaire à d'autres moyens. La pollution industrielle, vous avez beau faire la gratuité des transports, c'est pas ce qui va réduire la pollution industrielle. La pollution qui est une des plus importantes sur l'agglo, avec le bois, le bois de chauffage dans des poêles qui ne sont pas adaptés, c'est pas la gratuité des transports qui va réduire. Voilà. Donc il y a de vraies questions essentielles. Par contre, la pollution qui est rajoutée par le tout automobile, la gratuité des transports, là pour le coup, elle a une vertu. Mais la gratuité de transport, c'est pas qu'à l'aune de la pollution, à mon sens. La gratuité de transport, il y a plein de choses qui se déclinent. D'abord, c'est de la liberté individuelle. On oublie souvent de le dire. Mais le fait de pouvoir se promener, ou aller travailler, ou aller d'un point à un autre gratuitement, à son rythme, sans se poser la question de j'ai le ticket, j'ai pas le ticket, ou est-ce qu'il faut que je le prenne, etc. Déjà, c'est un plus. Ensuite, c'est du pouvoir d'achat. C'est clair que c'est aussi restituer une partie du pouvoir d'achat, donner plus de pouvoir d'achat à des populations qui en ont besoin. Après, c'est tout le débat, gratuité totale ou pas. Hein. On entend dire, il y en a qui peuvent payer, donc il faut qu'ils payent. Bon, nous, on est sur la gratuité, je suis sur la gratuité totale. Bon. Et puis, un autre point aussi essentiel, c'est que avec la gratuité des transports, on peut revisiter, y compris le mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'insécurité ou d'incivilité dans les transports, ou parfois de violence. Les contrôles et tout ce qui tourne avec, ça génère aussi la lutte contre la fraude. Hein, dans un contexte où il faut payer, elle est légitime. Mais dans un contexte où c'est gratuit, ça éviterait ces frictions et les agents qui aujourd'hui sont en charge des contrôles. C'est un métier qui n'est pas facile et qui est aussi pas très... quand vous êtes toujours en friction, c'est pas très bon pour la personne, c'est du stress. Hein. On pourrait redéployer les moyens avec des médiateurs ou des personnes qui sont simplement pour donner de l'information. On s'est rendu compte que quand on était en période de gratuité par rapport à la pollution, quand on redéployait les contrôleurs en direction des usagers, ne serait-ce que pour les orienter, pour leur dire allez plutôt dans telle direction, prenez tel bus ou voilà la manière. Et on avait un très bon accueil, on avait un plus beaucoup apprécié par la population. Beaucoup apprécié. Voilà, donc il y a des. Et en clair, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'à la base, il faut redéfinir un modèle économique. C'est-à-dire que le problème de la gratuité, il ne faut pas se poser comme ça en disant demain matin, on fait gratuit que sur un périmètre, même si c'est le périmètre de l'agglo. Hein. Il faut repenser le modèle économique à l'échelle de la métropole et à l'échelle du bassin de transport, parce que après il y a les connexions qui se font entre les réseaux transport urbain, les réseaux qui viennent par exemple du Grand Sud, les réseaux du département, donc il y a des maillages à faire, et il y a, voilà. Bon, oui, je suis un partisan de la gratuité, ça répond à un certain nombre de questions, il y a certainement d'autres aspects que j'ai oubliés, et en revisitant le modèle économique, financièrement c'est jouable.
mais à condition d'y aller quand même par palier. Il faut quand même y aller par palier, parce que du jour au lendemain, ça voudrait dire que les collectivités territoriales, puisque le modèle n'est pas, il faudra un modèle national, hein, mais là, comme le modèle n'est pas national, les collectivités territoriales, ça veut dire qu'il faudrait quand même qu'elles mettent un certain nombre d'argent pour distribuer différemment. C'est pour ça qu'il faut y aller par palier, ça me paraît largement jouable. Et à mon sens, c'est mieux, même si elle a des vertus, que la tarification solidaire. La tarification solidaire, elle est prônée en particulier par les Verts, hein, par ELV. Ça faisait partie de leurs engagements de campagne par la municipale. C'est mieux que quand on paye plein pour tout le monde, mais ça a un défaut, à mon sens, c'est que comme il faut faire les équilibristes au niveau des recettes, et comme je l'ai dit, on n'a pas revisité le modèle économique. L'ajustement se fait soit par des apports de la collectivité métropole pour pallier la perte de recettes, puisqu'il y a un contrat qui lie la CEMITEL par un contrat de délégation de service public, qui ne prend pas en compte dans son contrat de délégation de service public ces tarifications solidaires, puisqu'à l'origine, quand le contrat était passé, ce n'était pas prévu. Donc c'était un manque à gagner en recettes, hein, pour l'opérateur industriel. Donc soit c'est de l'apport de la collectivité territoriale, mais ça pose une question, pourquoi la collectivité territoriale irait plutôt favoriser une gratuité, enfin une tarification solidaire sur des catégories de personnes et non pas sur la totalité, puisque là elle est ciblée 18-25 ans. Ça a un effet pervers, parce qu'on a vu, les ajustements sont faits en supprimant la gratuité aux personnes âgées, pour trouver des équilibres financiers. Et au bout du bout, c'est un effet pervers parce que ça oppose des générations. Mais ça oppose des populations. Comme beaucoup, j'ai très mal vécu le fait qu'on ait retiré la gratuité aux personnes âgées parce qu'il fallait financer la tarification solidaire en direction des jeunes. On aurait dû aller vers la tarification solidaire ou aller vers moins cher pour les jeunes sans retirer ce que les anciens avaient acquis. Et là, on a fait une erreur stratégique et on a opposé des générations. Et ça, c'est pas bon. Quelles que soient les politiques, il ne faut surtout pas tomber dans ce panneau. Et l'éviter. Classe 5, classe 6, classe 7, et les prix montent. Bon, ça, c'est le business qu'on connaît bien. Il y en a qui en profitent. Sur les places de parking, il va y avoir la dépénalisation des amendes là, en 2018. C'est-à-dire que ce ne seront plus les villes qui collecteront les amendes avec les ASVP, là. Enfin du moins c'est dans l'idée, mais ça s'est déjà fait ailleurs. Ça commence à se faire avec certaines collectivités. Et grosso modo, je transfère le relevé des amendes à une boîte privée, hein, qui va se démerder à faire entrer l'argent. Et puis comme c'est dépénalisé, je mets le prix du PV que je veux. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous payez, je sais pas, 17 € pour un stationnement rodateur, etc., bon, je ne sais plus, mettons 17, hein, je crois que c'est 17, hein, je crois. Ouais. Voilà, si vous payez 17 €, en 2018, la commune, la Pas-Fontaine, nous, c'est tout gratuit, on n'a plus de disque bleu. Mais à Grenoble, la ville peut décider que le PV est à 50 €. Et c'est elle qui encaissera directement la monnaie. Et elle fera encaisser la monnaie par une société privée qui sera là pour mettre les amendes. C'est ça le système vers lequel on va. Sois très prudent là-dessus. C'est pour ça qu'il y a actuellement un grand débat à la métro sur la prise en compte ou pas des parkings en ouvrage. Aujourd'hui, la ville
la ville de Grenoble est propriétaire d'un certain nombre de parkings en ouvrage, mais la gestion des parkings, enfin maintenant c'est la métro, mais avec accord avec la ville de Grenoble, et puis quand on entraîne dans un parking en ouvrage, c'est Eiffage ou Vinci ou Justroki qui vous facture, qui vous fait payer pour du parking. Demain matin, tout ça va être transféré. Alors on ne sait pas si c'est dans une SPL, Société publique locale avec actionnaire public, ou CEMOP, qui est un mixte privé-public, en tout cas, ça ne sera pas une régie, mais ça peut être... enfin, il y a une volonté de pas laisser au privé, et puis il y aura un prix de ticket, et puis voilà. Bon, bref. Donc, il y a un véritable danger, avec cette dépénalisation, de voir augmenter les tarifs, non pas de stationnement, quoique, mais des amendes. Puis ensuite, tout va être transféré dans ces organismes qui auront la main sur l'augmentation des tarifs ou pas dans les parkings en ouvrage. On ne parle pas des parkings volés, hein, on parle des parkings que vous connaissez, Philippeville, le musée, etc. Voilà ce qui est en train de se discuter, de se débattre. Bon, donc là, on est dans une niche. Alors, on est dans les mobilités, ce qu'on appelle les mobilités, hein, parce que la gratuité des transports, bon, je parlais plutôt aussi des mobilités, parce qu'il y a le covoiturage, il y a aussi des choses sympathiques hein, qui se mettent en place dans ce tableau sur la gestion des mobilités. Où c'est qu'il faut faire attention, c'est quand on parle d'Aubagne. Moi, j'ai plutôt tendance à prendre comme référence Dunkerque. Pourquoi? Parce qu'Aubagne, c'était un petit réseau, même si c'est pas mal d'habitants, c'est un petit réseau qui n'a rien à voir avec le réseau grenoblois. En nombre de bus, en nombre de trams, en nombre de lignes, en nombre de charges, etc., ça n'a rien à voir. En nombre d'habitants non plus. Dunkerque, c'est quand même 200 000, 250 000 habitants. La groupe Dunkerque qui va rentrer dans la gratuité et qui a pris la décision d'y aller. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des financements, les recettes. Bon, les recettes, c'est l'usager, donc on ne suit plus la recette usagée, hein, puisque bon, ça fait des économies sur certaines choses, la billettique, etc. Mais ça ne suffit pas. Et puis, il y a les collectivités. Puis après, effectivement, il y a la contribution des employeurs. Et il y a une taxe. La loi, elle dit, la taxe, elle est à hauteur de 2%, la contribution d'employeur. Taxe de transport. Et c'est le maximum. Aujourd'hui, sur le périmètre de la métropole, enfin sur le périmètre, tous les employeurs sont taxés au maximum. À Aubagne, quand ils ont instauré la gratuité des transports, la taxe sur les entreprises était à 0,2 ou 0,3. Donc ils ont monté de 0,2 à 0,3, ils ont monté à 2, et ils ont eu une ressource financière tout de suite cash qui est arrivée. Et qui ne venait pas pénaliser l'usager. C'est la contribution de l'entreprise. Ils ont taxé les entreprises au montant maximum de ce que la loi les autorise. Et là, pour le coup, puisqu'on parle des législatives, il y a une carte à jouer. Il y a une carte importante. Rien n'oblige la future Assemblée à rester à 2%. Alors, je vous dis ça d'autant plus tranquillement qu'en région Île-de-France, par dérogation, Ségolène Royal donne une dérogation, la région Île-de-France a eu l'autorisation, il y a très peu de temps, c'est pas vieux, hein, peut-être 6 mois, de ne pas rester au fameux 2%, mais d'aller au-delà. Je crois que c'est 3, ou 3,5. Et elle a commencé la région, pour financer le transport, à dire, bah, nous, on va passer à 2,3, 2,5. Alors on a fait le calcul un peu sur l'agglo, là. Si on passait de 2 à 2,5, tiens. 0,5, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait plusieurs millions d'euros. Ça fait plusieurs millions d'euros annuels. Donc, en augmentant la taxe transport, il y a un coup à jouer. Alors, par contre, du côté du Grand Sud, ils vont certainement hurler parce que quand le Grand Sud a rejoint la métropole, dans la nouvelle fusion, là,
les communes, alors en sud, hein, c'est Visil, Vif, enfin, vous voyez, ces villes-là. Quand elles ont rejoint la métropole, puisqu'avant ils étaient en communauté de communes, là, les entreprises n'étaient pas taxées. Ils ne payaient pas la taxe transport, payaient des broutilles. Quand ils sont arrivés dans le giron métropolitain, bah, ils ont tout de suite été alignés à 2. Alors ça râle beaucoup là-bas parce que les entreprises payent 2, mais il n'y a pas eu plus de transport pour ça. Hein. Voilà. Donc, et aujourd'hui, ils disent, mais attendez, nous, ça fait 2 ans qu'on est dans la métropole, on aimerait bien peut-être voir arriver quelques bus et avoir un service supplémentaire et complémentaire. Là aussi, il y a des batailles à mener. Il y a la bataille à mener de la gratuité, mais aussi la bataille de comment est desservi le périmètre et comment est desservi, comment on dessert toute l'agglo. Alors maintenant, on ne parle plus du Y, hein, Grenoble, on parle du X, hein, parce que avec les nouvelles communes qui se sont rajoutées, ça fait un X, un peu un Y. Et là aussi, il y a vraiment une bataille à mener pour faire en sorte, et là, ça résoudrait aussi certains problèmes de pollution, pour faire en sorte que ceux qui habitent loin, ils puissent avoir des transports en commun qui leur permettent d'aller travailler, qui leur permettent d'aller à l'école, qui leur permettent d'aller à l'armée, enfin d'aller où ils veulent. Et si c'est gratuit, ben c'est bonus. Hein. Parce que c'est sûr que si j'habite Vif et que le transport est gratuit, et que je peux laisser ma voiture à Vif, tout le monde y gagne. Hein. Tout le monde, quand je dis tout le monde, y compris pour nos santé, tout le monde y gagne. Donc voilà, il y a vraiment des réflexions à mener, des combats à mener, et des lois à changer. Et une des contreparties de la gratuité pour l'entreprise, ou une contribution différente, on peut dire, c'est qu'aujourd'hui vous avez une entreprise qui participe, pour les grosses, hein, un certain nombre, à 50% du titre de transport. Hein. Si c'est gratuit, et en admettant qu'on n'augmente pas la taxe, qu'on ne puisse pas l'augmenter, qu'on n'augmente pas, on peut très bien dire, bah, la part que vous payez aujourd'hui à vos salariés, puisque vous la payez, bah, vous la mettez dans le pot commun pour la gratuité. Ça aussi, ça fait des sommes. L'entreprise Schneider, par exemple, pour en prendre deux, si elle participe à 50% sur tous les types de transport, à la fin, ça fait des additions. Demain matin, c'est gratuit. Bah, on dit à l'entreprise Schneider, bah, nous c'est gratuit, ce que vous payez là en transport, bah, vous le mettez dans la caisse transport pour financer la gratuité. Et ça veut dire que ça ne vous coûte pas plus cher, mais vous redistribuez différemment. Il y a des pistes. Il y a des pistes, en tous les cas. Mais par contre, il y a un point, alors là, je pense que je m'adressais un peu, parce que j'en connais dans la salle, aux syndicalistes. Quand je suis arrivé à Sémitaille, avec ma casquette défenseur, défendeur, j'ai jamais compris. Voilà, défendeuse. De la gratuité, ceux qui ont été le plus virulents contre cette position sont les syndicats de la Sémitaille. Qui partaient sur un postulat, sur 2 postulats. Le premier, ça va détruire nos emplois. C'est-à-dire que les contrôleurs, les gens de la billettique, etc., bah, qu'est-ce que vous allez en faire? Donc là, il y a un problème de reconversion, mais c'est pas... Quand on change de modèle économique et qu'on se prépare à ça, on est assez intelligent pour résoudre le problème. Hein. Les reconversions, voilà, ça se prépare. Et puis, il y a des métiers différents à Sémitaille. Puis je vous dis, les contrôleurs, si on les passe médiateurs, facilitateurs, tout ce qu'on veut, informateurs, ben voilà, hein, ils sont toujours là, mais ils font différent. Et puis ils apportent quelque chose aux usagers. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils sont partis du postulat qui disait c'est gratuit, les gens ils cassent. Et ils vont casser, on va être emmerdés. Et ils vont pas respecter le matériel. Non mais, ça vient de l'intérieur ce que je vous dis. Alors, j'ai écouté, hein, cet échange, il a duré 3 heures avec eux. Et j'ai essayé de savoir pourquoi, quel était leur ressenti par rapport à ça. Et ils étaient convaincus, parce que là, ils m'ont sorti des exemples, hein, où c'était en période gratuite, les gens s'en foutent, ils laissent traîner les affaires. Il n'y a plus la notion de bien public, il n'y a plus la notion de bien commun. Il n'y a plus la notion de je fais attention à. Donc il va falloir aussi
Parce que dans le discours, j'entends, ah ouais, mais si c'est gratuit, les gens ils s'en foutent. Ou il vaut mieux faire payer parce que les gens ils ont l'impression comme ça que, voilà, hein, on l'entend ça. Hein. Donc il va falloir aussi qu'on ait un débat, enfin, qu'on ait des arguments par rapport à ça. Moi j'en ai trouvé un tout simple, hein, qui est du vécu, qui n'est pas de la fabrication pour trouver de la réponse pour de la réponse. À un moment à Fontaine, on a eu le débat sur la gratuité à la bibliothèque. C'est pas la même échelle, mais le débat c'était le même. Et dans les principaux arguments qui revenaient souvent, c'était de dire ah mais si la bibliothèque est gratuite, si n'importe qui peut venir prendre un livre, ben, les bouquins ils reviendront pas, ils vont ils vont pas en prendre soin, et nanani, et nanani. Résultat des courses, on a mis en place la gratuité, il y a déjà 5-6 ans, c'était Edouard Chine qui s'en était occupé à l'époque, 5-6 ans. Non seulement le phénomène dont tout le monde avait peur, il n'a jamais eu lieu, il n'y a pas plus de détérioration que quand les gens y payent. Hein. Le gars qui n'est pas soigneux, qui en a rien à foutre, qui paye pas, c'est pas le prix qu'il paye qui le fait reculer. Hein. Les imbéciles, il y en a malheureusement partout. Et puis deuxièmement, par contre, on a vu une augmentation de la fréquentation, et surtout dans les couches populaires ou dans les plus éloignées du livre. Et en particulier, dans les familles où il y avait beaucoup d'enfants, ben, ils venaient. Et ils continuent à venir. Voilà, c'est simplement, moi je leur ai dit, j'aurais expliqué, j'ai écouté, moi, voilà. Après, ça n'a pas les mêmes échelles. Oui. Aujourd'hui, on a des trains sans contrôleur. Et ça pose des problèmes, il y a un problème. Parce que le mécano qui est devant, il est tout seul. Et derrière, il n'y a personne. Voilà, donc la réponse, le contre-argument qu'on peut amener, c'est qu'on a besoin de personnel dans les bus, dans les trams, pour faire autre chose. On a l'aspect sécurité, l'aspect convivialité et l'aspect d'information qu'ils ont droit, qui sont droits qu'on ne leur donne pas, mais ils ont droit à ça. On ne leur donne pas ça. Je suis désolé. Le contrôleur, il ne leur donne pas une information tout le monde. Il leur demande le billet, vous n'avez pas de billet, vous descendez, on vous fait un papier. On les voit. Et puis quelquefois, ils sont 10, 15 dans le... c'est insoutenable ça. Ils sont 15 contrôleurs. Alors après, la question qui se pose, c'est l'emploi. J'ai compris, moi, l'emploi. Sauf qu'on arrive dans un moment précis où il va y avoir des départs, mais comme dans toutes les entreprises, des départs importants. Donc, peut-être saisir ce moment-là pour former des jeunes. Ils ne sont pas, dans leur tête, ils ne peuvent pas se dire je vais peut-être conduire un bus ou conduire un tram. Ils sont capables de faire ça et de ne pas le rester. Ce n'est pas des sous-métiers d'être contrôleur aujourd'hui. Mais s'il n'y avait pas d'être en capacité d'évolution, dans le même, d'évoluer sur d'autres métiers. Et de faire de l'accueil, et de faire de l'accueil, ça ne sera pas un sous-métier non plus, parce que ça correspondra à un besoin permanent de la population, d'être accueilli, d'être informé, d'avoir cette convivialité dans un bus. Alors, donc, ouais, et je ne me positionne pas en circuit existant. Moi, je me positionne comme tu as pu le dire, je l'ai entendu quelquefois de ta part, se positionne en développement du service. Donc aujourd'hui, on peut imaginer d'autres lignes de tram, on peut imaginer d'autres lignes de bus, et on va de plus en plus répondre à un besoin pressant de la population de pouvoir se déplacer, comme tu dis, à 100 mètres ou 200 mètres de chez toi, tu vas trouver un bus, un tram ou quelque chose qui va te transporter d'un lieu à l'autre. Après, c'est vrai, c'est de regarder la fréquence, c'est de regarder les horaires, tout ça. Mais dans ces termes-là, c'est dans un terme de développement. Et d'un développement du transport public. Et ça m'amène au service public. On est vraiment sur une notion de service public. Le service public qu'on veut rendre accessible au plus grand nombre. Et pas le réduire à ceux qui peuvent payer ou pas payer. Donc il faut que, si on veut y accéder à ça, alors moi je vais quand même un peu plus loin. Il y a un camarade dans un collectif transport dans lequel je suis, et quelques camarades qui sont là, c'est notre truc, il disait le TER, il faut que demain, le TER, on pense à cette idée-là de gratuité aussi. Même pour le TER,
Alors après, on ne va pas aller sur le TGV et tout ça, mais le TER correspond à un réel besoin de se déplacer d'un point à l'autre, de domicile de travail. Tu es à Gire, tu prends le train, le tram et le bus. Et tu vas à Chambéry, bah, tu prends le train de Gire à Chambéry. Voilà, donc c'est d'accéder, c'est d'avoir un service public qui répond aux besoins de la population, mais le rendre gratuit. Pourquoi il va aller à Chambéry? Parce qu'il va aller au travail. Donc, effectivement, déjà, il crée des richesses au niveau de son travail. Il faut qu'il y ait un retour sur lui, sur le moyen de se déplacer de façon correcte, et qui n'est pas une situation anxiogène. Prends la voiture, déjà, tu vois comment ça se passe dans les routes et les autoroutes, tu es déjà anxieux de savoir comment tu vas arriver. Bon, après, tu l'as dit, on va arriver à l'heure ou pas à l'heure. Oui. Parce que quand tu vas dans le secteur privé, que tu arrives une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, c'est un licenciement direct. Hein. La baisse de l'incivilité, ça a rassuré les populations. Il y avait quand même une présence humaine. Il faut toujours qu'il y ait une présence humaine dans ce genre de transport. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il faut qu'il y ait une présence humaine, ça rassure. Les personnes âgées, on vous aide à être rassurées, on vous aide à parfois accompagner, etc. Donc il y a vraiment, c'est un autre métier. Voilà, ceux qui font ça, ils font un autre métier que contrôleur. Vous avez demandé, la présence humaine, elle est particulièrement demandée. Moi, je discute pas mal à la fac notamment, avec des gens qui disent, parce que vous avez déjà pris le tram à 1h30 du matin, le dernier tram, généralement, il y a deux options, c'est soit il est plein avec des gens qui ne sont pas toujours très heureux, voilà, l'ambiance n'est pas toujours formidable, soit tu es carrément tout seul, et le fait qu'il y ait une présence, officielle, enfin, de la sanitaire, entre autres, je pense que ça créerait un certain climat qui est plus agréable, et ça c'est réclamé notamment, après même globalement dans le tram, qu'on ait des gens pour nous indiquer où est-ce qu'il faut qu'on aille, je pense que ça faut passer quelque chose à ce moment-là, effectivement, parce que c'est réclamé. Mais là, si on tire le fil, nous on est resté assez terre à terre, on est resté sur notre périmètre. Mais tout à l'heure, je l'ai dit, quand on change de modèle économique, là aussi on a des réponses. Hein. Renationaliser la SNCF pour que ça soit à nouveau un véritable organe public à direction on va dire publique, ça change la donne. Hein. Les actionnaires, c'est gourmand. Renationaliser les autoroutes, ça change la donne. Donc, y avoir un pôle public de transport très fort, comme un pôle de santé très fort public, on change de modèle économique, et là, pour le coup, les redistributions se font différemment. Hein. Et on n'est plus à essayer de faire remonter par le bas, mais on peut aussi faire converger par le haut. Donc voilà, là, pour le coup, il faut changer les lois, mais et c'est un refléchage de nos impôts. Hein. La LOTI, c'est l'exemple à poursuivre. La LOTI, c'est l'exemple à poursuivre. On a déjà une loi qui s'appelle LOTI. Je pense qu'il faut aller au-delà de cette loi, l'aménager et d'aller plus loin de cette LOTI. On a le socle qui s'appelle la LOTI. Il faut aller plus loin. Les députés déposent des compléments de loi à la loi LOTI. Et on peut imaginer qu'ils aillent plus loin. Et on aborde des questions de gratuité, et on aborde la question de nationalisation du service public, et on a ces questions-là dans une... Parce que lorsqu'elle a été faite très rapidement, finalement, il a fait ce qu'il a pu, hein, et il n'a pas mis tout dedans. Hein. Parce qu'en tant que syndicaliste, la Fédération des cheminots, j'ai quand même quelques informations dessus. Dans un congrès, on a reçu Fitterman pour parler de ça. Il nous a dit, mais je voulais aller plus loin que ça, moi, réellement, parce que, effectivement, le cadre est encore très restreint. Donc voilà ce qu'on peut encore faire dans une loi, la faire grandir, le voir se développer, à partir de socle qui est du existant.